À une centaine de kilomètres de Gaza, cette route traverse la Cisjordanie d'est en ouest. Sur ce territoire palestinien, pas de guerre déclarée, et pourtant, ici aussi, les enfants tombent par dizaines chaque année sous les balles israéliennes. L'an dernier, selon les organisations locales de défense des droits humains, 58 mineurs y ont été tués par l'armée ou la police. Mohamed, Leïla, Othman, plus d'un mort chaque semaine, un record historique. Après chaque décès, les autorités israéliennes promettent une enquête. Les familles attendent, en vain. Pourtant, des témoignages directs, des preuves, des images, il y en a. Nous les avons réunis pour reconstituer certaines de ces tragédies, comme l'agonie de Jad, un adolescent de 14 ans au pied des soldats, sous les yeux de sa famille. L'armée et la police israélienne ont refusé nos demandes d'interview, mais un ancien sniper a accepté d'analyser les éléments que nous avons réunis. J'ai servi dans une unité spéciale de l'armée israélienne de 2005 à 2008, comme sniper. On menait des opérations dans toute la Cisjordanie. S'il ose rompre le silence à visage découvert, c'est pour dénoncer bien pire qu'une série de bavures, une dérive meurtrière. Le 16 novembre dernier, des jeeps de l'armée israélienne avancent sur cette route du nord de la Cisjordanie. Elles entrent dans le camp de réfugiés d'Al-Fara. C'est un dédale de ruelles où les soldats effectuent chaque semaine ce qu'ils désignent comme des opérations antiterroristes. Dans la maison familiale, Shahid et sa mère montent à l'étage. Elles s'inquiètent et guettent par la fenêtre le retour de l'aîné des garçons. Jad, 14 ans, est allé jouer au bout de la rue. En rentrant du travail à 16 heures, j'ai entendu l'armée derrière moi. Il y avait des jeeps. J'ai esquivé en essayant de marcher vite. Quand je suis arrivée à la maison et qu'ils m'ont dit que Jad n'était pas là, je leur ai dit « Attention, il y a l'armée ». On a essayé de lui téléphoner, mais ça ne captait pas. Une caméra de surveillance le filme avec ses copains. On distingue les adolescents qui partent en courant, puis des soldats qui surgissent de la ruelle à droite. Une rafale a été tirée. Je les ai vus tomber par terre, l'un d'eux a pris la fuite, mais mon frère est resté au sol. Jad est en sang au pied des soldats. Un voisin prend le risque de filmer. C'est sa voix qu'on entend. Tu vois les deux soldats derrière? Regarde, derrière l'Opel. Fais attention. Ces images sont d'une violence terrible, mais elles permettent une contre-enquête implacable sur la mort d'un enfant palestinien. Elles nous ont été confiées par un témoin de la scène. Vous voyez la voiture qui arrive? Il était à son niveau. J'ai vu mon fils à terre. Je savais que c'était lui. Je l'ai aidé à s'habiller ce jour-là. On le distinguait parfaitement. Il portait une blouse blanche avec une rayure noire. Tous les soldats étaient au-dessus de lui, tous. Il essayait de leur dire de lui porter secours, mais ils ne l'ont pas aidé. Mon frère était vivant, je l'ai vu bouger. Le garçon se lève. Regarde comment il s'est relevé. Il est assis. Il est retombé. Comme si c'était son dernier souffle. Il leur a dit « Si vous ne voulez pas me secourir, appelez mon père, appelez ma mère. » Il criait « Maman !» Il leur disait « Je n'y suis pour rien, je suis petit ». Je me suis mise à hurler, je n'ai pas supporté. Je suis descendue pour le secourir. Quand je suis sortie, les soldats se sont approchés en tirant. Dès que quelqu'un essayait de faire quelque chose, ils tiraient. En plus de sa famille qui a assisté à la tragédie de sa maison, à une cinquantaine de mètres de Jad, nous avons interrogé de multiples témoins directs. Ils affirment que pendant près d'une heure, les soldats ont laissé l'adolescent agoniser à leurs pieds jusqu'à ce que ce médecin militaire examine le corps et l'emporte.
Quand la famille peut enfin approcher, il ne reste qu'une mare de sang. Mais où est passé son corps? Quelques heures plus tard, l'armée déclare qu'elle a ouvert le feu sous la menace et que le médecin militaire a tenté de soigner Jad. Avant de poursuivre l'enquête sur ce cas, nous avons réuni et vérifié d'autres vidéos diffusées par des ONG locales. Elles témoignent de multiples exécutions de civils en Cisjordanie. Dans la ville de Jenin, un jeune de 16 ans s'approche de 2 soldats postés au coin d'une rue. Il est exécuté à bout portant. Là aussi, son corps est emporté par l'armée. Toujours à Jenin, un mois plus tôt, 2 hommes se rendent à des soldats, relèvent leurs vêtements pour montrer qu'ils ne cachent pas d'explosifs. Les militaires leur demandent d'entrer dans le garage et les abattent. Seule réaction officielle à ces images, côté israélien, des déclarations de soutien à l'armée. Le 26 mars dernier, à la Knesset, le Parlement israélien, un député d'extrême droite, ancien soldat, prend la parole. Yitzhak Kreutzer n'est pas un extrémiste isolé. Son parti tient le puissant ministère de la Sécurité intérieure. Je le déclare comme combattant. Je soutiens les soldats de l'armée d'Israël dans toutes les situations. Même si les dommages collatéraux sont des femmes et des enfants, ils ne m'intéressent pas. À Jenin, il n'y a pas d'innocents. Il n'y a pas d'enfants innocents. Voilà pourquoi je n'ai pas le moindre sentiment de compassion à leur égard. Dans un communiqué, un porte-parole militaire nous affirme que les soldats mènent des opérations antiterroristes seulement contre des cibles légitimes, dans le respect du droit international. Concernant la fusillade qui a tué Jad, le porte-parole déclare que les militaires ont ouvert le feu en état de légitime défense. Nadav Weiman, l'ancien sniper de l'armée israélienne, a accepté de décrypter le comportement des soldats à Al-Fara. Aujourd'hui, il dirige une association qui dénonce la politique militaire de son pays. C'est dingue. Ce n'est pas le comportement d'un soldat qui risque de se faire tuer. Il devrait se placer comme ça. Mais non. Il se penche et il tire. L'autre problème, c'est la distance. Ils sont à une quinzaine de mètres. Quand tu regardes dans ton viseur, tu as le choix de tirer dans sa nuque, dans le milieu du dos, les fesses, son genou. C'est très facile. Impossible de savoir combien de balles ont blessé Jad et où il a été touché. 6 mois après son agonie, sa famille n'avait toujours pas récupéré son corps. Les soldats soutiennent que Jad avait lancé des pierres. Plusieurs témoins affirment avoir vu un tout autre scénario. Sur cette vidéo, on voit un soldat approcher avec une pierre près de l'adolescent. Là, un soldat jette une pierre à côté de lui. Ça lui permet de dire « Il avait une pierre. Il mettait ma vie et celle de mes camarades en danger, donc j'ai dû le tuer. » Ensuite, il le prend en photo. C'est un trophée. Regardez comme on est courageux. On a tué un terroriste. C'est un gamin de 14 ans qui pisse le sang devant eux, mais ils s'en foutent. C'est ça la déshumanisation. On dirait qu'il est mort. Mon Dieu. Toute occupation a besoin d'un pouvoir brutal pour durer. Faire peur permet d'imposer à des millions de personnes un contrôle qu'elles refusent. Pour exercer ce contrôle, poursuit Nadav Weiman, l'armée et la police israélienne infiltrent des unités banalisées dans les villages palestiniens. C'est ce qui s'est passé le 15 mars dernier, sur cette route du nord de la Cisjordanie. Peu après minuit, 6 membres d'une famille palestinienne roulent vers leur maison après une soirée dans la ville voisine de Naplouse. Le père conduit, à ses côtés sa femme avec le cadet sur les genoux. Il est non-voyant. À l'arrière, 3 enfants, dont Mustapha, 8 ans, et l'aîné Khaled, 12 ans. Leur grand-mère les attend à la maison.
On avait mangé des glaces et une salade de fruits. Puis on avait acheté une peluche et des bonbons. On était heureux, on rigolait. Il y avait de la musique traditionnelle du Ramadan. On récitait le Coran. On roulait tranquille. Il ne reste plus que 5 minutes de trajet. La voiture entre dans le village. Là, ça a commencé à tirer. Des rafales de mitraillettes. Ma maman a crié « Arrêtez, stop !» et elle a été tuée. Mon petit frère Othman pensait que c'était un jeu. Il est handicapé. Il entend mais il ne voit rien. Il est aveugle. Quand ça tirait, il croyait qu'on jouait avec lui. Il rigolait. Et il a été abattu. Moi, j'ai fait le mort pour qu'il ne me tue pas. Quelques minutes plus tard, un riverain filme la voiture criblée de balles, emportée par une Jeep. Le lendemain, l'armée et la police israélienne diffusent ce communiqué. Leur porte-parole parle d'une opération destinée à arrêter des terroristes. La voiture de la famille aurait accéléré, les forces spéciales auraient tiré sous la menace. Nous avons interrogé les habitants de la rue où a eu lieu la fusillade. Au milieu de la nuit, tous étaient endormis. Ils n'ont pas repéré le déploiement, jusqu'à ce que les snipers entrent en action. Vers 1h du matin, les forces spéciales ont attaqué. Ils ont pris d'assaut mon appartement, cassé la porte. Ils sont entrés, m'ont menotté au sol. Ensuite, ils ont cassé une fenêtre et détruit mon salon. Ils ont transformé mon appartement en poste de tir. De l'étage, ils peuvent voir les voitures approcher. Vous prenez une maison palestinienne, vous en faites un poste militaire, vous enfermez la famille dans une chambre et vous attendez que quelqu'un avance dans la rue. Il est armé, on tire et on l'abat. C'est le déroulement de 98% des opérations que j'ai menées comme sniper en Cisjordanie. Peu après, des habitants repèrent des policiers en civil et un véhicule banalisé au niveau de cette voiture. Cette unité banalisée est très connue. Nous, soldats, on les appelle l'escadron de la mort. Quand ils viennent, c'est pour tuer la plupart du temps. C'est une unité qui opère discrètement. Ils s'habillent comme des Palestiniens, roulent dans des voitures avec des plaques palestiniennes pour s'infiltrer. Donc si vous êtes une famille palestinienne et que vous arrivez dans la rue, vous ne voyez pas les soldats. Il n'y a pas une lampe qui clignote ou un checkpoint qui vous indique de ralentir. Vous roulez comme d'habitude dans votre village. Il y en avait aussi cachés de ce côté, jusqu'aux 2 bâtiments, là-bas. Il faisait nuit noire. Il n'y a pas d'éclairage. Est-ce que la voiture a pu accélérer? C'est impossible dans ce virage en bas de la descente. Elle aurait heurté le mur de la maison en face. Il n'y avait aucun moyen d'accélérer. Vous avez entendu un tir, 2? Beaucoup de tirs. Les riverains ont rassemblé les douilles. Il y en a plus de 70. Nous les avons trouvés éparpillés ici. Ils ont tiré sur la voiture à 2 mètres de distance. Après les coups de feu, un voisin appelle le Croissant Rouge. Il y a des tirs au niveau de la maison de Bachar al-Majed. Envoyez une ambulance. Quelle municipalité? C'est à Tamoun. 4 ambulances se dirigent vers les lieux. C'est une voiture. Il y a une famille dedans et des enfants. Ils ont besoin de secours. Il y a combien de blessés? On ne sait pas. Personne ne comprend ce qui se passe. Quand notre première ambulance est arrivée, l'armée l'a bloquée et a ordonné aux conducteurs de faire demi-tour. Ils ont dit qu'une opération militaire était en cours. Les secouristes doivent patienter à une 50aine de mètres de la voiture mitraillée. 15 à 20 minutes après, les soldats sont venus vers nous. Ils nous ont amené les 2 enfants survivants
Khaled et Mustapha. On les a examinés. Ils étaient blessés par des éclats, l'un à la main et l'autre à l'œil. Une demi-heure plus tard, les ambulanciers peuvent venir chercher les corps des parents et des enfants. Mohamed, 5 ans. Othman, 7 ans. Si l'armée ne vous avait pas bloqué, vous auriez pu les sauver? Non, on n'aurait pas pu. Leurs blessures étaient trop graves. Leur cerveau était sorti du crâne. Ils n'ont pas juste reçu 1, 2 ou 3 balles. On peut dire que c'était une exécution. Les radios des corps des enfants le confirment. Ils ont été criblés de balles et d'éclats. Les traces de sang ont disparu. Comme il faisait noir, on a pris nos téléphones pour éclairer. Mais les soldats nous en ont empêchés. Ils nous ont dit « interdit de prendre des photos ». En fait, il ne faut pas qu'un Palestinien prenne une photo de la scène, parle avec des témoins et puisse donner des informations sur ce qui s'est passé. Il faut toujours empêcher l'info de sortir. Ils ont aussi emporté la voiture. Pourquoi? La voiture est un élément de l'enquête, en théorie, pour déterminer les angles des tirs, ce qui était dans la voiture. Est-ce qu'elle a accéléré? Bon, où est passée la voiture? Il y a une enquête, des conclusions? Il suffit de quelques semaines dans l'armée israélienne pour savoir que chaque enquête est un écran de fumée. Voici le ministre chargé de la police et donc des enquêtes sur ces exécutions. Itamar Ben-Gvir dirige le parti d'extrême droite Force juive. Il met ses troupes au service d'un projet, pousser les Palestiniens à l'exil. La solution, c'est d'encourager l'émigration et leur dire « Rentrez chez vous, retournez dans vos pays, ceci est à nous depuis toujours et pour toujours. » C'est la solution, la bonne solution, la solution de la Torah. Un appel à la colonisation encouragé par le Parlement de l'État hébreu. Du côté palestinien du mur qui entoure la Cisjordanie, les drapeaux israéliens bordent les routes, de plus en plus nombreux. Les colonies se multiplient, il y en a déjà plus de 130. Les colons commencent toujours par quelques mobil-homes, perchés au-dessus des villages palestiniens comme ici. Puis ils annexent les champs alentours. Nous arrêtons notre véhicule pour filmer cette colonie. Immédiatement, 2 jeeps arrivent. Hello. Good, how are you? Bonjour. Bonjour, venez par là. Écoutez, toute cette zone est un site militaire fermé. Vous ne pouvez pas venir ici sans autorisation. Même ici, sur la route? Oui, même sur la route. Mais c'est une zone civile, non? Il y a des civils israéliens qui vivent ici, mais seules les personnes autorisées par l'armée peuvent approcher. Donc on ne peut pas approcher. Interdit. Et les Palestiniens? Interdit. Et c'est définitif? Oui, c'est pour toujours. Raison officielle, protéger les colons. Quand la présence de l'armée ne suffit pas à forcer les Palestiniens à partir, certains colons n'hésitent pas à attaquer leur village, parfois avec la complicité de soldats. Depuis 20 ans, les enquêteurs de l'organisation humanitaire israélienne B'Tselem sillonnent la Cisjordanie pour recenser les violations des droits de l'homme. Ce jour-là, ils sont attendus dans un village qui vient d'être attaqué par des colons. C'est tout droit. L'attaque de la maison où se rendent Karim Djoubran et Selma Adebi a commencé quand des Palestiniens ont tenté d'empêcher des colons de détruire un champ d'oliviers. En représailles, les colons leur ont jeté des pierres et ont ouvert le feu, avec le renfort d'un soldat réserviste.
Un voisin a filmé la scène. Trois hommes ont été blessés et 2 tués. Le colon qui a tué Walid avait un pistolet? Oui, il a tiré d'ici. C'est lui qui a provoqué ce drame. Les 2 pères de famille abattus laissent derrière eux 11 enfants. C'est la fille d'une victime. Comment tu t'appelles? Lina, Tu as quel âge? 9 ans. Tu as de très jolies mains. Ça va? Tu n'as pas peur que les colons reviennent? Non, mes oncles et mon papa ont mis des grilles en métal devant les fenêtres avant qu'ils soient tués. Parce qu'une fois, ils nous ont attaqués et ont cassé toutes les fenêtres. Ah. Donc ce n'est pas la première fois que les colons viennent? Non, ils viennent tout le temps. Tu as l'habitude. Ce sont des assassinats. Et tout ça avec le soutien de l'armée. Elle vient protéger les colons. Elle n'essaie jamais de les dissuader d'attaquer ou de défendre les civils qui, eux, n'ont aucun moyen de se protéger. Selma et Karim repartent avec des témoignages précis et directs. C'est de plus en plus rare. Je me souviens que quand j'ai commencé à travailler pour Bethléem, les gens nous disaient « On veut vous parler, il faut faire savoir ce qui se passe ici ». Aujourd'hui, ils disent « Les gens savent, mais ne font rien ». Quand ils voient ce qu'il se passe à Gaza, les gens perdent confiance dans les organisations de défense des droits de l'homme. Ils ne croient plus au droit international. Malgré cela, Karim et Selma continuent à rassembler des témoignages, à tenir un bilan précis des exactions. L'organisation humanitaire israélienne qui les emploie a recensé tellement de violences commises par les colons et l'armée qu'elle n'hésite plus à parler de nettoyage ethnique et de crimes de guerre. Dans le quartier d'Al-Farah, les parents de Jad, l'adolescent de 14 ans, attendent toujours de pouvoir récupérer son corps. Longtemps, sa mère a voulu croire que les soldats l'avaient emporté pour le soigner, qu'un jour il reviendrait. Mais aujourd'hui, la petite sœur de Jad est la seule à continuer à espérer. Quand est-ce que vous ramenez mon frère? Mon fils est sorti jouer et il n'a pas eu le droit de jouer. Un autre est sorti étudier et il a été tué. Un autre sort travailler et il finit tué. Donc nous devons arrêter cela. J'appelle le monde entier, pas seulement la Palestine, à se lever. 3 mois après la fusillade de la voiture familiale, dans la maison de Mustapha et Khaled, les condoléances continuent d'affluer. Les grands-parents ont longtemps travaillé en Israël. Malgré la douleur, ils n'ont que des messages de paix à adresser. Mets les fleurs ici. Cette lettre est signée par des milliers d'Israéliens qui partagent notre peine et expriment leur solidarité. Ce qui s'est passé est un crime qu'ils n'acceptent pas. Il y a des gens qui sont attachés à la paix, qui sont en désaccord avec leur gouvernement, qui ne se sentent pas représentés par les extrémistes et les terroristes. Avec l'aide de Dieu, nous, on arrivera à élever ceux qui ont survécu. Dans le mois qui a suivi la mort de leurs petits-enfants, 4 autres mineurs ont été tués par des soldats, des policiers et des colons.